Bienvenue pour cette nouvelle émission live en direct dans cette première journée européenne de la mobilité avec un thème qu'on va aborder pendant 3 quarts d'heure, les enjeux et les solutions de la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Vaste programme, me direz-vous. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et vous avez certainement des interrogations. Pour cela, c'est facile. Vous posez vos questions via le chat. On vous répondra à la fin de cette émission, dans le dernier quart d'heure. Mes invités, Philippe Caljon, bonjour. Vous êtes le directeur mobilité et nouvelle énergie chez Total. On verra en quoi c'est important le mot mobilité dans votre fonction tout à l'heure. Et Jean-Luc Sellotto, alors vous êtes le responsable de flotte chez Dalkia. Vous aussi, vous nous expliquerez en quoi la mobilité aujourd'hui est importante et qu'est-ce qu'on attend de cette mobilité. Alors, je le disais en préambule, mobilité chez Total, ça veut dire quoi? Parce que le mot mobilité aujourd'hui, c'est un peu fourre-tout. Concrètement, qu'est-ce que votre fonction recoupe aujourd'hui? Alors, j'ai la responsabilité, c'est une nouvelle direction que nous avons créée au niveau de la filiale France depuis le mois de février de cette année, 2020. Et j'ai la responsabilité finalement d'accompagner nos clients professionnels dans les solutions simples, abordables de gestion de la mobilité en cherchant à réduire l'empreinte carbone. Alors, ça veut dire à la fois ce qui va être les solutions autour de la gestion de flotte, ce qu'on appelle Total Fleet ou qui s'appelait Total GR avant, la carte carburant La et les fameuse options, carte carburant. voilà, et les options de gestion de flotte, mais aussi tout le déploiement vers les énergies nouvelles, puisque j'ai la responsabilité du développement de l'installation et de la supervision de ce que l'on fait sur les bornes électriques en France ou ce que l'on fait sur les stations gaz naturel liquéfié ou gaz naturel comprimé ou l'hydrogène demain. Alors, Jean-Luc Sellotto, qu'est-ce que ça représente dans une flotte, dans une entreprise, cette mobilité? Est-ce que c'est un mot abstrait ou aujourd'hui c'est très, très concret? Non. On a pris conscience que la mobilité devenait un enjeu très important et que donc il fallait trouver des solutions pour permettre à tous les collaborateurs de l'entreprise de se déplacer, soit pour venir au travail, soit pour effectuer le travail qui lui incombe. Et du coup, les réflexions, je pense que les réflexions ont tardé à arriver à obtenir la mobilité qu'on espère demain. Mais il y a une très forte réflexion dans l'entreprise pour pouvoir trouver la solution la mieux adaptée à son exploitation, quoi. En quoi les entreprises, comment vous les conseillez chez Total, par exemple, pour cette mobilité d'aujourd'hui et de demain? Je pense que cette mobilité d'aujourd'hui et demain, moi je pense qu'elle répond à quatre finalement injonctions ou quatre changements de mutation assez profondes. Il y a d'abord ce qui est autour de la transition énergétique. On en parle beaucoup, l'effet sur le climat, ce qu'on laisse aux générations futures. Il y a l'impact des réglementations. On le voit à peu près partout et à tous les niveaux, que ce soit européen, que ce soit français ou que ce soit les villes. Il y a ce que vous évoquiez autour du changement de comportement des utilisateurs. C'est vrai à titre personnel, c'est vrai finalement à titre d'usager au travers de l'entreprise, et on l'a bien vu dans la crise récente. Et il y a aussi les perspectives liées au digital, qui finalement ouvrent des portes ou des horizons qu'on n'avait pas il y a 4, 5, 10 ans. Tout ça, ça donne un cadre qui finalement fait que le marché de la mobilité il est en pleine mutation. Il n'y a pas une réponse unique à ce qu'est la mobilité et à la manière dont on doit conseiller les entreprises. C'est du sur-mesure suivant les entreprises. C'est du sur-mesure suivant les entreprises, suivant leurs besoins en termes de déplacement, suivant leur typologie de véhicules, suivant les kilomètres parcourus, mais aussi en termes de partage de véhicules. Dans certains cas, c'est possible, dans certains cas, c'est pas possible. C'est possible d'avoir recours à des transports en commun. Dans certaines zones, c'est pas possible partout. Vous ne pouvez pas aller partout en bicyclette non plus. Oui, parce que ce qu'on disait avant de démarrer cette émission, c'est qu'il y a un prisme qui est très parisien finalement aujourd'hui. Oui. Alors que Paris, oui, certes, mais c'est pas toute la France, Paris. Paris, c'est pas toute la France, et c'est pour ça qu'il y aura, à mon sens, jamais une solution unique valable pour tout le monde, pour toutes les entreprises. Et on va rentrer dans une phase de transition progressive. On sait que ça va bouger. On ne connaît pas le rythme de cette transformation, et ce rythme, il sera différent d'un endroit à l'autre, et les solutions seront différentes d'un endroit à un autre. C'est le piège, ça, aujourd'hui, de dire, voilà, on va décider que tout passe à l'électrique du jour au lendemain et que... est-ce que c'est réalisable? Disons que ce n'est pas forcément un piège, mais c'est des obligations.
on voit bien qu'aujourd'hui, on a des contraintes à la fois économiques, parce qu'il faut économiser de l'argent sur la voiture, on a des contraintes aussi législatives, puisqu'on nous impose de réduire le CO2, on nous impose tout un tas de choses qui ne sont pas forcément dans le même sens que ce que l'on voudrait. Bon, la fiscalité qui n'aide pas non plus. Et tout ça fait qu'il faut qu'on s'adapte plus rapidement que les moyens sont disponibles. Et du coup, on est confronté à des difficultés de mise en œuvre et de mise en place de solutions pour pouvoir répondre à l'instant T aux besoins imposés par toutes ces choses que sont la fiscalité, la législation, les empreintes environnementales et tout ça. Donc c'est un petit peu, je ne dirais pas qu'on met la charrue avant les bœufs, mais on est presque dans cette logique en ce moment. En tout cas, nous, ce qu'on voit clairement, c'est le besoin que peuvent avoir nos clients de ce conseil et de cette adaptation en permanence du conseil aux besoins spécifiques. Oui, complètement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller d'abord? Vous dites quoi? Vous dites, vous venez les voir en disant quels sont vos besoins, voilà ce qu'on peut proposer. Comment ça fonctionne très concrètement? Ah oui, concrètement, il faut qu'il y ait un dialogue avec des gens comme nous ou d'autres, hein, mais il faut qu'il y ait un dialogue pour comprendre le besoin finalement de chacune des entreprises. Et par rapport à ce besoin, la solution, elle ne sera pas unique. C'est ce que je disais en préambule, c'est-à-dire qu'on aura une partie du parc qui pourra être en électrique, une partie qui potentiellement pourra être en gaz, ou une partie en hydrogène, mais ça c'est plutôt après-demain, et une partie qui peut être encore de l'essence ou du diesel. Et c'est vraiment une adaptation des besoins, de l'énergie aux besoins spécifiques de chaque usager à l'intérieur de l'entreprise. Et cette mutation a un coût quand même. Si je peux apporter, je crois que Total, en tant que pétrolier, compte tenu de l'évolution du marché qui fait qu'on se sépare de tout ce qui est fossile, énergie fossile, doit trouver les solutions qui vont permettre justement de maintenir Total dans l'activité et permettre aussi à Total d'apporter des solutions à l'entreprise qui aujourd'hui on ne maîtrise pas forcément. On parlait tout à l'heure de l'hydrogène, on parlait de solutions d'énergie nouvelle qui pourraient être intéressantes, qui ne sont pas aujourd'hui mis en avant parce que c'est peut-être trop cher, mais un pétrolier ou un Total, qui est quand même une entreprise qui est un fleuron au niveau français, doit permettre aussi de proposer des solutions pour les entreprises, tout comme par les particuliers, mais des solutions qui peuvent aller aussi pour le bien-être de... Alors clairement, aujourd'hui, on n'est plus simplement un pétrolier, on est un énergéticien. Et on est capable aujourd'hui, dès maintenant, on a dans notre portefeuille de solutions pour les clients aussi bien de l'électrique, du gaz, de l'hydrogène, même si c'est une petite mesure, et évidemment les carburants classiques. Ouais. On est capable aujourd'hui de faire ça. Des autorités. Non, aujourd'hui on commercialise. Ouais. Aujourd'hui on commercialise et on travaille avec nos différents clients pour accompagner ce que vous évoquiez avant, qui est à la fois le respect des obligations réglementaires, et qui est à la fois la maîtrise des coûts avec les schémas d'optimisation, finalement, qui sont la mode de taxation des véhicules de société, la fiscalité changeant assez régulièrement. La vérité d'un jour n'est pas la vérité de demain. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a quand même un frein, c'est que les constructeurs, pour proposer des produits innovants qui sont en accord avec tout ce que l'on a besoin, ça prend un certain temps. Il faut beaucoup de temps pour développer des batteries, il faut beaucoup de temps pour développer de nouveaux véhicules avec des nouvelles énergies. Autrement, mais le temps politique n'est pas le temps industriel. Exactement. Et donc, ce qui est aujourd'hui proposé pour pouvoir être rentable économiquement, ce n'est pas du tout ce qui est en adéquation avec la politique générale, je dirais. Le diesel a encore de longues années à vivre si on ne fait pas évoluer rapidement les autres technologies, parce que économiquement, on ne peut pas suivre. Comme on disait tout à l'heure, Paris, c'est bien joli, il y a des solutions qui peuvent être vite mises en avant, tout comme les grandes villes d'ailleurs, les transports en commun, les solutions électriques, mais celui qui est au fin fond du Larzac, à mon avis, il ne va pas se poser la même question. Donc il va quand même continuer à travailler avec son tracteur et son véhicule diesel pendant longtemps, si on ne lui apporte pas des solutions. Vous allez arriver à concilier les deux? Oui, on arrive à concilier les deux, parce que ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que sur les hydrocarbures classiques, donc que vous ayez un véhicule diesel ou un véhicule essence, il existe quand même aujourd'hui des éléments qui vont concourir à la baisse du CO2 ou à la réduction de l'empreinte carbone, donc à l'amélioration du climat, à la fois les efforts qui sont faits autour des produits renouvelables
puisque quand vous injectez des biocarburants à l'intérieur, vous allez pouvoir améliorer ce bilan-là. Vous pouvez améliorer l'efficacité énergétique, et c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps avec la réduction de la consommation ou l'injection d'additifs qui vont réduire cette consommation. Et il n'y a pas que le développement des nouvelles énergies. Il y a l'amélioration. Il y a l'amélioration. Et sur l'amélioration de celles qui existent, il y a aussi toutes les actions que l'on peut mener ou que l'on peut mettre en œuvre sur l'amélioration de la conduite en tant que telle. Donc avec la télématique, avec un certain nombre d'options qui permettent finalement d'améliorer l'usage qui est fait par le véhicule, par son chauffeur, et donc de réduire l'empreinte carbone. On a eu une décision en Allemagne, là récemment, le gouvernement allemand a décidé qu'il y aurait une borne électrique dans au moins une station. Chaque fois qu'il y avait une station essence, il y aurait forcément une borne. Ça vous semble aller dans le bon sens? Ça, c'est de la mobilité, selon vous? Ça concourt à la mobilité. Est-ce que ça va dans le bon sens? Après, c'est toujours un problème. On dit toujours que la voiture électrique, c'est l'œuf et la poule, quoi, qui était là le premier. Est-ce qu'il faut d'abord un maillage ou est-ce qu'il faut d'abord des véhicules? Je pense qu'il faut les deux. Le gouvernement français, Emmanuel Macron l'a dit lui-même, a donné un coup de boost pour ces bornes. Mais si vous voulez, nous Total, on s'est engagé sur les bornes électriques à avoir une borne de recharge de haute puissance, de très haute puissance, donc du plus de 175 kW tous les 150 km. On recharge 80% environ en 30 minutes. En une heure, ouais, en 40 minutes. D'accord. Donc ça, on s'est engagé à avoir ce maillage-là. Mais ce maillage-là, c'est valable pour du véhicule électrique qui va faire de longs trajets. Ce n'est pas la majeure partie de ce que va faire le véhicule électrique aujourd'hui. Le véhicule électrique aujourd'hui, il a besoin qu'on installe des bornes sur les parkings des entreprises pour pouvoir recharger sur les sites d'activité, ou quand les véhicules reviennent le soir dans l'entreprise, avoir un réseau de bornes qui permet de faire la recharge de l'ensemble des véhicules en charge lente la nuit. Les collaborateurs qui utilisent un véhicule de fonction électrique, ils ont besoin de pouvoir avoir la borne qui permet de recharger à leur domicile. Et puis, au travers de la carte, ils ont ce qu'on appelle la recharge en itinérance. Mais le monde de demain de l'électrique, dans le monde d'avant, on va dire, avec de l'essence ou du diesel, toute la recharge se faisait en station-service. Dans le monde électrique de demain, la recharge, à 80% au moins, elle se fera au domicile ou au travail. Mais est-ce que vous n'aurez pas avoir des engins mobiles qui viennent, par exemple, dans une entreprise pour les flottes et puis faire une recharge? On peut imaginer. Ça existe déjà pour le carburant, on peut le faire. Oui, on peut le faire, mais là, à ce moment-là, vous êtes vraiment sur de la recharge électrique de dépannage. De dépannage. Je veux dire, c'est le véhicule. Non, mais ça peut être quelque chose dans l'avenir. Qui est en panne. Oui, et au lieu il a besoin d'être boosté pour repartir. Mais ce qu'on voit aujourd'hui avec l'électrique, c'est ce qui s'est produit il y a plus d'un siècle quand le véhicule thermique à essence est arrivé. Il n'y avait pas des stations partout. Il y avait dans la voiture, on trimballait la réserve de carburant pour pouvoir faire. Aujourd'hui, dans l'organisation, entre guillemets, du trajet, il va falloir prévoir des temps pour pouvoir recharger, même si c'est des temps qui seront plus ou moins réduits, parce qu'en une demi-heure, trois quarts d'heure, on va pouvoir recharger. Ça veut dire que il faut quand même une autonomie à minima de 350-400 km pour pouvoir éviter de faire des arrêts toutes les 30 minutes pour recharger 30 minutes. Mais globalement, on va avoir une organisation du trajet qui va se modifier. Et qui va évoluer avec le temps, parce que la technologie va évoluer. Oui, voilà, je pense que la batterie évoluera. Dans le temps, on peut considérer que dans le temps, il y aura des évolutions technologiques qui feront qu'on arrivera à faire de plus en plus de kilomètres avec nos batteries électriques. Mais à court terme, la solution électrique, elle n'est pas utilisable sur des véhicules qui vont faire 400 ou 500 km par jour. Total, vous êtes capable d'installer des bornes électriques, on parlait du Larzac tout à l'heure, au fin fond du Larzac, comme à Paris. Est-ce que c'est aussi facile, ou il va y avoir là aussi une inégalité entre les régions et les départements, si on prend l'exemple de la France? Non, nous on est capable d'en installer partout. Est-ce que c'est rentable de le faire partout? Ça, je suis pas sûr. C'est ça. Parce qu'il y a quand même la vraie question, une question économique à un moment donné, où la rentabilité, elle repose sur le nombre de recharges de véhicules qui viennent recharger sur votre borne chaque jour. Quoi. Est-ce que dans une société, est-ce que dans une flotte, est-ce que c'est aujourd'hui économiquement intéressant d'être en électrique? Hormis les histoires de normes, si on vous dit, tiens, aujourd'hui vous avez carte blanche, est-ce que vous diriez, tiens, je passe toute la flotte en électrique? Est-ce que ça serait c'est encore une fois, tout dépend si on prend en charge la borne de recharge,
dans le coût du véhicule ou si on ne la prend pas en charge. Le véhicule électrique par lui-même, avec toutes les aides qui sont aujourd'hui proposées pour... je pense qu'il arrive à équivalence avec un thermique par rapport à son coût, son TCO. Par contre, si on inclut dans ce TCO la borne de recharge qu'il faudrait prendre en compte, là, c'est plus pareil. Là, hein. On dépasse largement le... Moi, pour compléter, je pense que cet équilibre économique, aujourd'hui, vous pouvez le trouver dans des cas d'usage où vos véhicules reviennent sur votre base tous les soirs. Ils n'ont pas besoin de recharge pendant la journée et vous rechargez en charge lente pendant 8 heures ou 9 heures la nuit et ça vous suffit à faire la journée. Mais est-ce que les collaborateurs... ça marche. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez inventé un système pour que... Parce que... Bon, voilà, rebrancher la voiture tous les soirs, peut-être que à 100%, les collaborateurs ne le font pas. Si. Non, ça, je pense que les utilisateurs de véhicules électriques ils prennent très vite l'habitude. Il y a aussi la solution où la borne au domicile va prendre plus d'importance que ne l'est aujourd'hui. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que nous, on considère qu'à peu près 40% de la recharge se fera au domicile, 40% se fera au bureau, et il reste 20% de recharge électrique qui se feront ce qu'on appelle en itinérance. Et à l'intérieur de ces 20% en itinérance, on considère que seulement 5% se fera en station-service. Donc le reste se fera sur des bornes installées en ville, sur des bornes installées chez certains commerçants, où vous irez au restaurant, vous pourrez recharger votre voiture, vous allez faire vos courses dans une grande surface, vous pourrez recharger votre véhicule. Comment va, selon vous, évoluer la réglementation sur justement l'installation de bornes? Est-ce que ça sera de plus en plus facile à mettre en place dans les immeubles, sur les... Alors sur les immeubles, oui, on a aujourd'hui des solutions qui permettent de le faire sur des copropriétés. On arrive à faire des choses aujourd'hui, ça c'est possible. La difficulté, c'est pour ceux qui n'ont pas de parking, même en copropriété. Puisqu'à ce moment-là, finalement, il faut trouver des solutions liées à la recharge en voirie ou dans des parkings souterrains. Et là, vous êtes dépendant des appels d'offres lancés par les marchés publics. Alors, on parle de l'électrique principalement, mais alors, le GPL, le gaz, etc., c'est quelque chose que vous minorez aujourd'hui ou quelque chose qui vous intéresse vraiment? Parce qu'on voit, il y a des marques comme Dacia qui relancent le GPL. Est-ce que ça peut être l'avenir aussi, ça aussi? Oui, nous, on pense que c'est l'avenir pour une partie de la clientèle poids lourd. C'est-à-dire qu'on a, quand on se projette à 2030, 2040 ou 2050, alors là, même si c'est... C'est le thème de l'émission, de demain, c'est après-demain. Mais quand on regarde finalement notre mix énergétique demain, pour nous, il est quand même relativement différent entre du véhicule léger et du poids lourd. Et plus votre poids lourd va être gros, on va dire, plus le mix va être différent et plus il sera orienté vers de l'hydrogène ou vers du GNL ou du GNC. Jean-Luc, et moins d'électrique. L'électrique, vous pourrez le retrouver sur de la camionnette, du véhicule utilitaire léger, pour aller dans les centres-villes avec les zones de faible émission. Quand on est à tête d'une flotte d'entreprise, on pense uniquement électrique dans l'énergie du futur ou on réfléchit à d'autres Non, on réfléchit à d'autres. À quoi vous pensez à quoi entre autres, ce qu'on vient de dire sur le mixte hydrogène, qui à mon sens, c'est l'énergie de demain. C'est celle qui qui facilitera, je crois, l'ensemble du besoin, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de recharger. On utilise, recharger en hydrogène, mais en autonomie, on est quand même sur des autonomies beaucoup plus... Et puis ça prend 2-3 minutes simplement pour voilà, recharger. Voilà. C'est pas long. Parce qu'il y a un élément fondamental qu'on n'a pas parlé, mais sur lequel on va avoir de gros problèmes, c'est que c'est bien joli de mettre des voitures électriques partout, des bornes électriques partout, mais l'énergie, elle n'est pas disponible à 100% tout le temps. Donc il y a de la gestion de l'énergie. C'est comment on va gérer l'ensemble de cette consommation à travers le véhicule électrique si tout le monde doit se brancher sur une borne. Ça, vous y avez pensé, j'imagine. Oui, il y a beaucoup d'études qui existent autour de ça. Alors après, ça ne reste que des projections, puisqu'on n'a pas le marché finalement aujourd'hui. Mais quand l'ensemble des véhicules, finalement, si l'ensemble des véhicules légers basculait sur l'électrique, je crois que c'est une hausse que de quelques pourcents de la consommation globale de l'énergie en France. Donc il n'y a pas un problème vraiment de demande.
C'est sûr. Mais est-ce qu'on ne pourra pas se brancher à toutes les heures? Il y aura des heures de pointe, tout le monde va se brancher à la même heure, donc ça va être Oui, mais quand compliqué. vous branchez, finalement, ce qu'on considère, c'est que les gens vont majoritairement se brancher la nuit, qui sont aussi les heures de plus faible consommation. Donc vous arrivez Disons qu'on va arriver à une forme de équilibre. lissage et Oui. d'équilibre. Et puis tout le monde n'a pas besoin de son véhicule à chaque moment. Et après, vous arrivez dans les schémas dont on peut lire dans la littérature, où finalement la batterie du véhicule réinjecte de l'électricité dans le réseau quand le véhicule est chargé et n'a plus besoin ne consomme pas son énergie. Donc vous arrivez à cette forme d'équilibre. Mais ça va mettre quelques années pour être complètement opérationnel. Ça demande quand même. Oui, du temps. Est-ce que vous réfléchissez, par exemple, ce que font certains constructeurs, à ce que l'électricité produite ou l'énergie produite par une voiture puisse être réutilisée, par exemple, dans une entreprise pour faire l'électricité, pour autre chose après, lorsqu'elle n'est pas, qu'on roule pas avec la voiture, quoi. Oui, on réfléchit à ces éléments qui permettent finalement de réinjecter de l'énergie dans le réseau pour être utilisé ailleurs. Ça, pour vous, c'est l'avenir. En fait, Ce c'est bien sera... parce qu'on va avoir un groupe électrogène roulant. C'est ça. Ce sera une partie de la réponse dans une solution de masse. Quel est est-ce qu'il y a un carburant auquel vous vous intéressez, peut-être secret, hein, j'en sais rien, mais qui demain pourrait émerger? Alors, pour vous, c'est vraiment l'hydrogène, c'est vraiment le... Non, pour nous, la solution, c'est un mixte. Et on pense que dans les 30 ans ou 40 ans qui viennent, on vivra un mix énergétique, qui ne sera pas le mix énergétique d'aujourd'hui. Clairement, le diesel ou l'essence va se réduire. De toute façon, on nous impose déjà quasiment déjà, de supprimer le Voilà, diesel. donc il va se réduire fortement. L'électrique va prendre une grosse part sur la partie véhicules légers et véhicules utilitaires légers. Et vous aurez une part qui, quand on projette à 40 ans, on aura à peu près de la moitié du trafic poids lourd qui se ferait au travers de l'hydrogène ou du gaz. Et l'énergie solaire, parce qu'il y a certaines expérimentations qui se font avec des voitures énergie solaire, ça c'est utopique ou ça peut vraiment fonctionner? Il y a plusieurs... pour l'instant, c'est utopique au sens où il faut résoudre le problème du stockage quand même. C'est-à-dire qu'il faut des batteries. Puisque tout ça, il faut produire, vous stockez l'hydrogène, l'électrique quelque part pour pouvoir l'utiliser la nuit. On est quand même sur de la quand base vous en avez électrique, besoin. quoi. Donc ça reste, c'est une production d'électricité, le solaire. Est-ce que vous ne craignez pas, par exemple dans une flotte, que si vous vous équipez en électrique, à un moment le gouvernement dit tiens, on va taxer un peu plus l'électrique parce qu'il y a une manne énorme de taxation sur le carburant? C'est là où je voulais en venir, c'est que quand on parle de taxes, aujourd'hui, la manne que récupère l'État sur les taxes sur les carburants est énorme. Je crois que C'est de l'ordre de 65% du c'est prix. ça. Demain, si on enlève cette taxe, il va bien falloir la trouver quelque part. Donc la question qui est posée aujourd'hui est vraiment très, très angoissante pour les gestionnaires, parce que si jamais c'est ça, ça veut dire que tous les efforts qui ont été faits pour déployer l'électrique ou déployer l'énergie nouvelle risquent à un moment de se retrouver sans pouvoir faire quoi que ce soit, retomber sur le dos de l'entreprise parce qu'on sera obligé d'y passer. Ça, vous l'anticipez ou vous dites que finalement ça peut arriver et comment vous pourrez conseiller les entreprises par rapport à ça? C'est clair que la logique de taxe, elle rentre finalement dans le calcul de l'optimum du TCO, donc du choix de l'énergie qu'on associe à chaque véhicule. C'est un élément majeur finalement du choix. Clairement, j'ai aucune idée de ce que décideront les pouvoirs publics dans le temps. Je pense que c'est une interrogation très légitime. La question se posera. Après, on peut aussi, si on veut être positif, on peut aussi imaginer que le développement de ces énergies dans une logique de masse fait que les coûts d'accès, aussi bien à la batterie, aux véhicules ou aux installations d'infrastructures baisseront, donc que ça viendra compenser une partie des taxes qui seraient mises. Il faut l'espérer. C'est super optimiste. Et après, je ne positionne pas ça dans l'échelle de temps. Peut-être que les taxes arriveront avant l'optimisation. Est-ce que vous pensez aussi à tout ce qui est livraison? Parce que là aussi, il va y avoir c'est un gros enjeu, la livraison dans les centres-villes et ailleurs. Est-ce que là, vous avez des solutions particulières sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui? C'est pour ça que sur les livraisons, je parlais du véhicule utilitaire léger qui pourrait fonctionner à l'électrique, mais on peut aussi considérer que ce véhicule utilitaire léger, il fonctionnerait au biogaz ou à l'hydrogène fait à partir de biogaz, qui seront des énergies 100% renouvelables.
Il y a de quoi en France, c'est aujourd'hui stocker, faire, produire. En tout cas, Est-ce qu'on a les usines, enfin on a les centrales nucléaires, donc pour l'électricité. on a la capacité à faire. C'est de coût. Voilà, C'est toujours une question de coût. Oui, c'est une question de coût et c'est une question de taille de marché Oui. qui fait que finalement, pour pouvoir avoir ce type d'énergie de manière économique, il faut une certaine taille pour pouvoir le fabriquer. Jean-Luc Sélotto, est-ce que finalement le Covid et toute cette crise qu'on vient de traverser, est-ce que ça n'a pas freiné les entreprises dans cette mobilité de demain, paradoxalement, alors qu'on a besoin de plus en plus de... On s'est rendu compte que la mobilité était très importante, mais finalement, est-ce qu'on ne se dit pas investir dans des nouvelles voitures, etc., est-ce que ce n'est pas un peu risqué? Quel est aujourd'hui votre sentiment? Mon sentiment sur ce point-là, c'est que la phase qu'on vient de passer a porté à la connaissance de nos dirigeants d'entreprise qu'il y avait peut-être des solutions de mobilité qui pourraient s'adapter un petit peu plus à l'entreprise par rapport à ce qu'on a vécu, le télétravail, qui était quand même un gros pourcentage de l'activité pendant ce Covid-19. Et du coup, la mobilité qui est liée au télétravail va modifier complètement l'organisation, en particulier au niveau des RH. Parce que là, ils vont avoir quand même un sacré boulot pour arriver à faire en sorte qu'une mobilité efficace pour se rendre au travail, qui sera épisodique, puisque si ce n'est pas tous les jours, ce sera que 1 ou 2 jours, voire 3 jours, mais ce ne sera pas du temps plein pour se rendre au travail. Donc peut-être que oui, ça a apporté. Alors aujourd'hui, on n'a pas eu encore de retour complet pour dire qu'il va y avoir des solutions de mobilité qui vont s'adapter, mais le plan de mobilité de l'entreprise, qui était en suspens jusqu'à présent, aujourd'hui, il y a de nouvelles réflexions. Il y a de nouvelles réflexions qui sont portées et qui vont devoir être mises sur la table et dont des solutions vont devoir ressurgir, quoi. Est-ce que chez Total, vous pensez, alors ce matin on avait Francky Zapata qui, bon, là c'est l'extrême, hein, c'est le flyboard, les voitures volantes, mais est-ce que dans les solutions de mobilité, il n'y a pas que l'automobile, est-ce que vous réfléchissez à des mobilités, on va dire globales, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Oui, je pense qu'une partie de la solution autour de la mobilité pour les collaborateurs, en particulier dans le cadre des trajets domicile-travail, c'est l'utilisation finalement de différents modes de transport. Et on va avoir une espèce potentiellement un peu de véhicules partagés, potentiellement un peu de moyens doux type vélo ou trottinette, ou des transports publics, ou des poules de véhicules partagés à l'intérieur de l'entreprise. Je pense que tout ça, ça va se mettre en place petit à petit. Je pense qu'il y a une tendance de fond qui va vers on va dire, la prise en compte des enjeux climatiques. Donc on va aller vers des énergies de plus en plus décarbonées et à un usage de plus en plus raisonné de l'énergie. Cette tendance, pour moi, elle est inéluctable. Ce qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle on va y aller. Et est-ce que, pour reprendre votre question initiale autour de la crise, est-ce que la crise sera un accélérateur ou un ralentisseur? Difficile de dire. Et les pouvoirs publics font tout pour essayer que ce soit un accélérateur de cette transition énergétique. Après, la réponse, elle va être, dans l'entreprise et dans le comportement de chacun individuellement. Vos fameuses cartes si célèbres vont-elles évoluer? Parce que, est-ce que avec ces mobilités, etc., est-ce que ça va changer? Écoutez, notre carte aujourd'hui, elle permet déjà de prendre évidemment les carburants classiques, elle permet de prendre du gaz, elle permet de prendre de l'hydrogène, elle permet aussi de faire de la recharge sur aujourd'hui à peu près 100 000 bornes électriques en Europe. Donc ça, notre carte aujourd'hui, elle marche pour tout ça. Demain, on va certainement compléter notre carte avec des solutions qui permettent de prendre d'autres modes de transport dans une logique de carte de mobilité. On pourrait prendre le train, on peut considérer qu'on pourra prendre le train, le métro, le taxi ou la trottinette. C'est quelque chose qui est demandé dans les entreprises, hein, ce besoin d'avoir différents moyens de locomotion? Oui, je pense que c'est indéniable. Dans une entreprise, il ne faut pas avoir un monopole de mobilité. Il faut avoir une multitude de mobilités. Que ça part du vélo, ça part de l'autopartage, tout ça, ça va évoluer. Ça va évoluer parce qu'il y a de la demande, il y a du besoin. Et par contre,
Encore une fois, ce qu'il y a, c'est à travers toute cette multitude de mobilités, il ne faut pas qu'il y ait une multitude de moyens de règlement, moyens de paiement. Parce que déjà, les portefeuilles sont remplis de cartes. Si en plus, il faut rajouter... C'est plus des portefeuilles qu'il faut, c'est des armoires qu'il faut transporter. Donc là, ça sera une autre mobilité. Non, mais ça sera sur son smartphone. Ce sera certainement un jour dématérialisé. Voilà. Donc, ça fait partie de la révolution digitale. Mais il ne faut pas perdre le téléphone, il ne faut pas avoir de panne de batterie. Oui, ça, c'est une autre chose. Mais alors peut-être... Mais tout ça, ça va concourir quand même à ce qu'on évoquait au départ, qui est ce besoin de conseil. Parce que finalement, il ne suffit pas d'avoir la carte qui permet de tout faire. Il faut aussi y associer le conseil qui va bien pour choisir le bon usage pour chacun. Alors, je pense qu'il est temps de passer aux questions Internet avec Brice. Bonjour à tous. Alors, plusieurs questions. Première question, quid du traitement des déchets issus des nouvelles formes de mobilité, les batteries notamment, et quid de l'économie circulaire, qui est le grand thème RSE. Alors, les batteries, c'est vrai que c'est un énorme problème, entre guillemets. Enfin, c'est une question que se posent toutes les personnes dans les flottes ou même l'utilisateur, l'automobiliste. Qu'est-ce qu'on va faire de la batterie une fois qu'elle sera usée, entre guillemets? Je ne suis pas spécialiste de la batterie. Donc nous, et vous y réfléchissez? On y réfléchit, on regarde. Parce que la bonne chose qu'on observe, c'est que finalement, les batteries elles durent beaucoup plus longtemps que ce qu'on imaginait au départ. Si vous remontez il y a 2-3 ans en arrière, on disait le principal problème, c'est avec la durée de vie de la batterie. Aujourd'hui, je n'ai pas entendu un utilisateur de véhicule électrique qui se plaint de la durée de sa batterie. Donc la batterie ne perd pas de charge. Et ça, c'est plutôt un élément très positif, favorable. Ce qui n'est pas le cas de mon smartphone, par exemple. Non, si je peux vous dire. Ça, je suis d'accord, moi j'ai le même problème que vous. Mais, donc ça, c'est plutôt un élément positif. Derrière, c'est une filière de traitement, de recyclage qui est en train de se mettre en place partout. Donc ça, je ne suis pas inquiet sur le fait qu'il y ait une solution autour de ça. Mais c'est vous qui pourriez aussi le prendre en charge, ou ce sera les constructeurs, ou quand les flottes automobiles auront toutes ces batteries à changer, comment ça va se passer? Aujourd'hui, c'est plus le constructeur, puisque la batterie fait partie intégrante du véhicule. Nous, on n'est pas fabricant de véhicules. Donc je considère que c'est plutôt le constructeur qui va gérer ce sujet-là, même si ça doit rentrer dans le calcul global finalement du CO2 et du pour rejoindre la question qui a été posée, c'est vrai que moi aussi je me la pose en entreprise et la crainte que je pourrais avoir, je pense que beaucoup de monde a, c'est qu'il ne faudrait pas que de vouloir être plus propre aujourd'hui, on devienne plus sale demain, parce qu'on a laissé les déchets à nos enfants et nos petits-enfants. Et ça par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui... Je ne connais pas grand monde qui peut le garantir, ça. Ce qui rejoint la question sur l'économie circulaire. Oui, exactement. Mais après, on peut considérer qu'aujourd'hui, je veux dire, une grande partie des chercheurs dans le monde, alors tous ceux qui ne se sont pas positionnés sur le Covid, mais sont en train de réfléchir sur les batteries. Oui. Donc, il y aura des ruptures technologiques. Les technologies de batteries elles évoluent rapidement. Là. Voilà. On s'aperçoit qu'on n'est plus sur du lithium, on bascule sur du sodium, on bascule sur tout un tas de... Donc, moi, je suis assez optimiste sur le fait que techniquement, ce qu'on discute aujourd'hui sur les batteries ne sera pas les batteries de dans 5 ans et pas les batteries de dans 10 ans. Alors, autre question, Brice. Alors justement, toujours lié aux batteries, pouvez-vous nous en dire plus sur le projet de stockage d'énergie par batterie à Mardic, le projet Total? Si vous avez des informations, c'est pas votre... Question pointue. C'est une question extrêmement pointue. Je connais pas précisément je connais pas le projet de Mardic. Je sais que Total travaille dans plusieurs éléments autour de la batterie et du stockage de ces énergies, parce que c'est vrai pour le solaire comme pour l'éolien, où à un moment donné, il faut être capable de stocker cette énergie pour la réutiliser à un autre moment. Donc Total a Saft, donc fabricant de batteries de haut de gamme, travaille évidemment sur ces éléments-là. Saft fait partie de l'alliance qui s'appelle aujourd'hui l'Airbus de la batterie, qui a été créée entre la France et l'Allemagne. Ça fait partie des pistes de recherche. Une question dans un autre domaine. À quel horizon la carte carburant Total sera-t-elle complètement dématérialisée, digitalisée? On en a parlé. Alors, est-ce qu'il y a une date? Il y a une date. Un scoop. Un scoop. Non, je pense 30 que juin 2020. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Non, je pense que
D'ici la fin de l'année ou tout début 2021, la carte Total, elle pourra, vous pourrez payer au travers de vos smartphones en station. Ça existe déjà, on le fait déjà en Allemagne, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas dès maintenant en France. Ça ne veut pas dire que la carte elle est complètement dématérialisée. Hein. C'est une carte que vous enrôlez à l'intérieur de votre téléphone, une copie. Ce qui n'est pas la même chose. La carte complètement dématérialisée, elle existe. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, la carte Total, comme vous le savez, elle permet d'avoir accès à des services qui ne sont pas forcément dans les stations Total. À tous les partenaires. Les partenaires, que ce soit du péage, que ce soit du parking, que ce soit du lavage, que ce soit... Et donc il y a besoin d'une carte Il y a besoin d'une carte parce que tous ces partenaires aujourd'hui ne sont pas capables d'accepter un parcours full dématérialisé. D'accord. Donc on va vivre dans un schéma de quelques mois, années certainement, de transition avec un support physique. Mais vous pouvez dire que tous ceux qui sont intéressés par cette dématérialisation de la carte, ça va arriver. De toute façon, c'est inéluctable. Hein, c'est inéluctable, ça va arriver. La seule chose que je vous dis, c'est qu'à date, elle ne permet pas de faire exactement la même chose. C'est comme les carburants, il y a une période de transition. Oui. C'est ça. C'est pour ça que au départ, je parlais de ces 4 éléments de transformation et le digital en fait partie. Oui. Par rapport aux échanges que vous avez eus sur les nouvelles formes d'énergie pour les voitures électriques ou hydrogène, un internaute demande si la voiture idéale de demain ne serait finalement pas une voiture hybride hydrogène-électrique. La Total. De toute façon, une voiture hydrogène est électrique. Oui, Oui, voilà. c'est ça. La réponse, ce sera une voiture hydrogène dans ce cas-là. Une voiture unique. Mais honnêtement, l'hydrogène pour le véhicule particulier, même dans des schémas où on se projette très loin, économiquement, ça ne devrait pas être intéressant par rapport à une véhicule purement électrique. Pour quelle raison ? De coût de fabrication de l'hydrogène par rapport au coût de... Et c'est pareil, si jamais c'est comme l'électricité, si tout le monde s'y met, s'il y a du... On verra, mais à mon avis, on ne verra pas avant 20 ans. Oui, pas avant 20 ans. Oui. Pour vous, c'est... Oui, et d'autant plus que finalement, l'accent aujourd'hui par les constructeurs sur le véhicule léger est quasi exclusivement mis sur l'électrique. Donc il y a très peu de constructeurs automobiles qui travaillent sur l'hydrogène pour le véhicule léger. Constructeurs asiatiques, allemands notamment. Ouais, mais même allemands sur le véhicule léger, relativement peu. Par rapport à la masse d'argent qui est investie par les constructeurs sur l'électrique. Autre question, quelles sont les contraintes concernant la mise en place d'un poste de charge chez un collaborateur ? Exemple, l'accord du collaborateur, création d'un compteur, etc. Alors après, il faut prendre en considération où habite le collaborateur. Finalement, si votre collaborateur il a une maison individuelle ou s'il est en copropriété, on est capable de faire l'installation dans les 2 cas de figure. C'est toujours plus simple, plus rapide quand vous êtes en maison individuelle. On a aujourd'hui des solutions avec des bornes de recharge, je veux dire simples, adaptées à la recharge d'un véhicule. Et est-ce que c'est pas payé par l'entreprise, par exemple Alors ça, c'est du cas par cas. Dans le schéma, c'est pas nous qui choisissons ça, c'est l'entreprise qui va dire moi je prends en charge c'est une des réflexions que l'on a aujourd'hui. C'est ce qu'on trouve dans la plupart du cas. Et nous, ce qu'on peut offrir comme solution, c'est la capacité finalement à refacturer à l'entreprise l'énergie qui est utilisée pour recharger le véhicule électrique de fonction. En fait, c'est arriver à faire la distinction entre l'usage pro et l'usage privé. C'est ça. Donc c'est là où je parlais tout à l'heure de la gestion de la borne qui va devenir complexe parce qu'il faudra l'intégrer dans l'installation. On est capable de le faire. Dans une phase, vous êtes favorable à ce que je recharge chez moi et puis en plus à l'entreprise Ça sera un des éléments qui va faire la promotion du véhicule électrique. S'il n'y a pas un point de charge facile pour l'utilisateur, il va y avoir des freins. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre à l'utilisateur d'un véhicule électrique de se charger soit sur son lieu de travail, mais ça risque d'être limité dans le temps, soit de se recharger chez lui avec un temps qui est une nuit, qui permet de recharger beaucoup plus confortablement sa voiture. Mais il y a des contraintes encore, alors des contraintes à la fois RH, des contraintes sociales, parce qu'il faut aussi que les partenaires sociaux soient d'accord sur le principe. Et puis, la partie technique, je crois qu'elle est très facile, on en a parlé, c'est très facile à gérer. Et puis après, il faut que ce soit financièrement intéressant, quoi.
Et de la même manière qu'on est aujourd'hui capable d'installer dans les parkings des entreprises des systèmes avec la supervision qui permet finalement de refacturer à l'utilisateur de la borne l'électricité consommée. L'entreprise peut décider pour certains collaborateurs ou pour des véhicules de société que l'énergie fournie est payée par l'entreprise. Pour des collaborateurs qui auraient un véhicule électrique qui chargerait dans l'entreprise, elle peut leur facturer cette énergie de la même manière que pour des visiteurs ou des prestataires qui travailleraient dans l'entreprise. Ces systèmes-là aujourd'hui existent. Ouais. Alors on parle beaucoup de l'électrique futur, mais dans le présent, il y a quand même de moins en moins de stations-service de bornes quand on habite à la campagne. C'est vrai qu'en France, c'est quoi, je crois que la moyenne c'est 30 minutes pour trouver un endroit pour une borne. Je crois on est dans 20-30 minutes, ce qui est énorme. Est-ce que ça va se résoudre? Est-ce que Vous parlez de bornes électriques. De bornes électriques et de stations essence aussi. Je pense que ce sera deux choses différentes. Le réseau de bornes électriques ne sera pas forcément. Parce que est-ce qu'il va se faire au détriment? La question est simple, est-ce que ça va se faire au détriment des stations-service classiques? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Je veux dire, dans les grandes villes, certainement, puisqu'on a de plus en plus de contraintes. Ça semble être inéluctable. Ça semble être assez inéluctable. C'est certainement nettement moins vrai en dehors des grandes villes, où on aura certainement une combinaison des deux. Est-ce que vous avez autant de contraintes avec l'électrique que vous l'avez avec le carburant classique diesel, essence? Alors, non, dans les villes où pour installer? Il y a un peu moins de contraintes. La contrainte majeure, elle est finalement le temps de recharge. Parce que quand vous faites votre plein de carburant classique en 3 minutes ou 4 minutes, et quand vous devez recharger votre véhicule électrique, même en charge rapide, en 40 ou 45 minutes... Et ça va développer vos stations, c'est formidable, ça vous allez faire consommer les gens. Oui, sauf qu'il faut, café, alors, il faut beaucoup de café quand même en 45 minutes, et puis il faut un foncier qui permet de faire ça. Ça dépend, parce qu'en période de grève, on fait la queue souvent à la station. Ouais, ça prend plus de temps. C'est vrai qu'on essaie de... Donc l'usage ne sera pas le même, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, où finalement la station-service sur l'électrique demain, c'est certainement 4 ou 5% de la consommation électrique seulement de recharge. Oui, mais le reste se fera ailleurs. On plaisante, mais vous réfléchissez déjà à quand le salarié va travailler, va faire le plein, entre guillemets, de sa voiture électrique. Il y a 30 minutes à perdre. Vous avez déjà réfléchi à... Comment vous allez l'occuper? Oui, on regarde ce qui est possible. Alors après, vous avez des éléments qui peuvent être, en même temps, vous lavez votre voiture, ou en même temps, vous allez vous restaurer. Donc oui, ça change l'usage de la station. C'est vrai que quand on regarde les stations d'autoroute aujourd'hui, c'est plus des stations, c'est des centres commerciaux. Oui. Oui. Donc ça, je veux dire, il n'y a pas de problème aujourd'hui sur la grande mobilité. Donc quand on installe nos réseaux de bornes haute puissance, sur autoroute, il n'y a pas de problème sur ce que vous pouvez faire pendant ce temps-là. Alors messieurs, il nous reste 2 minutes, 1 minute chacun. Je sais que vous êtes très bons. Si on devait résumer, Jean-Luc, c'est quoi pour vous la mobilité de demain? C'est un ensemble de choses, c'est quoi? Alors pour moi, la mobilité de demain, c'est déjà un casse-tête pour les gestionnaires de parcs, parce que ça ne va pas être facile à gérer et puis ça va être très compliqué à mettre en œuvre. Mais je pense que de toute manière, l'avenir va passer automatiquement par la mise en place de cette nouvelle mobilité à travers les nouvelles énergies et qu'il faut que les pétroliers, entre autres, mais pas que, s'investissent sur des solutions qui peuvent être mises à la disposition et qui puissent aider les responsables de flotte pour pouvoir arriver à résoudre toutes les problématiques d'exploitation que l'on pourrait rencontrer au quotidien, quoi. Si vous deviez résumer... Pour moi, en résumé, je pense que la mobilité elle sera multiple. On est là pour apporter finalement aux professionnels et à nos clients cet accompagnement dans la transition énergétique vers des énergies plus vertes, vers des énergies moins carbonées. On sait que ça va prendre du temps, on sait que c'est inéluctable et on sait que la solution, elle n'est pas unique. Donc on est là pour aider au choix de la meilleure solution en fonction du besoin de chacun des entreprises par rapport à leur typologie de véhicules et de kilomètres parcourus.
Donc ça sera à la carte, dématérialisé. Exactement. Messieurs, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis et à suivre un autre débat, les véhicules utilitaires. Ça vous concerne aussi, hein, économie, écologie, sécurité. Quelles solutions de livraison et SAV pour demain? Merci beaucoup.